Excellency. I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Kingdom of Belgium. I invite him to address the General Assembly. Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, la seule voie qui offre l'espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité, c'est la coopération et le partenariat. Ces paroles ont été prononcées par Kofi Annan à cette même tribune à l'aube du XXIe siècle, il y a 17 ans déjà. Cette année, nous commémorons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Rivalité exacerbée, tensions économiques et replis revanchards ont engendré l'incompréhension, la frustration et les faits accomplis. L'échec du dialogue et les actions unilatérales ont entraîné ensuite l'irrémédiable, des générations sacrifiées et la moitié du XXe siècle écrasée par l'horreur de 2 guerres mondiales avec l'ignominie de l'Holocauste. Il a fallu ensuite la clairvoyance et le courage d'une génération pour apporter l'ébauche d'un ordre international fondé sur des valeurs et sur des règles. La naissance de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations Unies sur les cendres de la tragédie du siècle passé ont alors ouvert un espoir pour un monde meilleur. Depuis, l'Union européenne a connu une période de paix et de prospérité sans précédent. Une économie libre, fondée sur une concurrence loyale, la liberté de circuler, la définition de standards sociaux, environnementaux sont quelques-uns des acquis solides. L'Union européenne est le fruit d'un dialogue inlassable, parfois c'est vrai complexe, souvent contraignant. Mais ce dialogue est fondé sur une ambition qui dépasse de loin la simple addition des intérêts nationaux. Cette ambition, c'est la promesse des pères fondateurs, la liberté, la dignité de chaque citoyen, l'état de droit et la démocratie comme rempart contre l'arbitraire. Et ce sont, mesdames et messieurs, ces piliers-là qui fondent le socle pour la paix et pour la sécurité. La Charte des Nations Unies proclame la dignité, le respect pour chaque être humain, d'où qu'il vienne, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine, quelle que soit sa conviction philosophique ou religieuse, quelle que soit son orientation sexuelle. Nos valeurs universelles sont le repère le plus solide et le plus fiable pour relever chacun des défis auxquels le monde est confronté. La démocratie et l'état de droit sont toujours les meilleurs garants pour concrétiser les droits et les libertés fondamentales, parce que l'état de droit, c'est le refus de l'arbitraire du plus fort contre le plus faible. L'état de droit, c'est assumer les conséquences de nos actes. L'état de droit, c'est le refus de l'impunité. L'état de droit, c'est aussi la garantie que la science et la connaissance soient mieux partagées. Mettre l'être humain au centre, baser l'ordre international sur les règles, c'est cela qui doit former le moteur du multilatéralisme. À nos yeux, le multilatéralisme, ça n'est pas un concept creux, vide de sens, bien au contraire. C'est une conviction parce que le dialogue sans relâche, y compris avec ceux dont on ne partage pas spontanément le même point de vue, ce dialogue est la clé. Le multilatéralisme, c'est la coopération, la négociation, c'est la bataille avec des idées et des arguments plutôt qu'avec des armes. Le multilatéralisme, c'est le rejet de la violence. Alors il nous appartient d'être engagés pour un monde meilleur, plus juste, plus sûr, plus durable. Et qui ici peut croire que l'addition des 193 souverainetés nationales représentées ici, agissant chacune de manière unilatérale, produirait comme par miracle une réponse vertueuse et efficace face à nos défis communs? C'est une illusion. C'est d'ailleurs la même illusion que celle
selon laquelle la main invisible du marché entraînerait spontanément, par miracle, le progrès et le bien-être partagé. Le capitalisme a besoin de règles, l'humanité aussi. Bien sûr, le multilatéralisme exige des efforts de patience. Bien sûr, il peut y avoir des échecs, mais le multilatéralisme, c'est le seul chemin pour éradiquer la pauvreté, pour mettre les terroristes hors d'état de nuire ou encore pour préserver les ressources de notre planète. Et mon pays regrette que des accords internationaux, fruits de négociations âpres et intenses, puissent être brusquement, unilatéralement jetés aux orties. En quelques mois, l'accord nucléaire avec l'Iran, des accords commerciaux ou encore l'accord de Paris sur le climat ont été rompus par une partie signataire. La confiance et la coopération entre les nations souveraines supposent le respect de la parole donnée et l'exécution des engagements pris. Et l'histoire a toujours montré que la loi du plus fort ne protège aucun peuple, bien au contraire. Toujours, les solutions les plus durables sont celles qui sont équilibrées et largement acceptées. L'Iran, nous le savons, était sur le point d'acquérir l'arme nucléaire. La négociation, nous le savons, a été longue, difficile pour conclure un compromis. Il a fallu du courage réciproque pour vaincre les méfiances, pour vaincre les hostilités profondes, et nous savons que cet accord n'est pas parfait, puisqu'il ne couvre pas le programme balistique iranien. Mais dans le même temps, nous savons que les inspections de l'AIEA confirment que l'Iran tenait ses engagements. Faut-il jeter aux oubliés de ce traité en raison de son imperfection, ou bien, au contraire, ne devons-nous pas ouvrir de nouveaux chapitres de négociations multilatérales pour le compléter et l'améliorer? Mesdames et messieurs, les actes unilatéraux, brutaux, imprévisibles, rendent le monde plus dangereux. Ils provoquent des déséquilibres, ils tendent à des frustrations. Ce sont là toujours les germes des conflits. À l'inverse, dialogue et négociation avec du respect mutuel nous rendent plus forts. Dialoguer pour gérer nos désaccords, pour les résoudre et pour offrir davantage de résultats. Mesdames et messieurs, depuis 70 ans, l'Organisation des Nations Unies travaille de manière obstinée à l'amélioration du monde basé sur un socle commun de valeurs fondamentales. Identifier les défis, élaborer des stratégies et surtout agir, c'est notre devoir. Notre organisation dispose, c'est vrai, d'un incommensurable potentiel. Et je veux ici saluer l'action intelligente, énergique, inlassable du secrétaire général Antonio Guterres. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, mon pays, la Belgique, s'est engagé tout au long de son histoire à agir pour la paix et à bâtir le consensus. Forte de cette conviction, la Belgique a été élue membre non permanent au Conseil de sécurité pour les 2 prochaines années. Nous entendons être à la hauteur de cette confiance qui nous est témoignée. Nous veillerons à multiplier les dialogues avec l'ensemble des acteurs. Nous voulons nourrir un débat respectueux, transparent, afin d'insuffler davantage l'esprit de confiance entre nous. Nous agirons pour la sécurité, pour la prospérité, pour le respect de notre planète. La sécurité collective est la première exigence. Et le bon sens, c'est de prévenir et d'empêcher les conflits chaque fois que c'est encore possible. C'est pour cela que nous sommes favorables au monitoring permanent de tous les indicateurs de violence. Nous sommes aussi favorables à la mise en place de mécanismes d'alerte précoce, parce que les violations graves des droits de l'homme ne peuvent jamais nous laisser indifférents. Les manipulations, les trucages des élections, les violations des intégrités territoriales, les menaces de recours à la force sont toujours des signes avant-coureurs d'un conflit futur. La recherche de solutions pacifiques, politiques, doit toujours être au cœur de notre approche,
et les opérations de la paix doivent toujours s'inscrire dans un cadre politique crédible. Et enfin, soyons francs entre nous, la présence de casques bleus sur le terrain ne peut pas devenir le paravent complice de la résignation politique, ni dans la zone en conflit, ni sur le plan régional ou international. Chaque mission de paix doit être évaluée régulièrement à l'aune de sa contribution à la concrétisation du projet politique au sens noble du terme. Madame la Présidente, nous souhaitons aussi axer notre mandat au Conseil de sécurité sur la protection des plus vulnérables dans les conflits armés, la protection des civils, spécialement des enfants, la dignité et le respect pour les femmes, la sécurité pour les écoles, pour les hôpitaux. Les couloirs humanitaires sont à nos yeux des priorités essentielles et nous ne pouvons pas tolérer l'intolérable, ceux qui bafouent souvent avec cynisme ces principes fondamentaux du droit international humanitaire doivent être sanctionnés. La lutte contre l'impunité doit d'ailleurs aussi viser la possible reprise du vivre ensemble après le conflit. Vivre ensemble, en paix, en harmonie, il s'agit au Proche et au Moyen-Orient d'un enjeu existentiel. Les tragédies sous nos yeux en Syrie, en Libye ou encore au Yémen nous rappellent l'étendue du chemin qu'il nous reste à parcourir. Et nous ne pouvons pas tolérer que des régions soient le terrain de jeux cruels et indignes de puissances qui se font la guerre par pays interposés sans la moindre considération pour les tragédies humanitaires qui en découlent. 25 ans après la signature des accords d'Oslo, le processus de paix au Moyen-Orient est au point mort. La frénésie des faits accomplis, en contradiction souvent avec le droit international, ajoute des obstacles aux difficultés et éloigne les espoirs de paix. Nous maintenons notre soutien en faveur de la solution à 2 États indépendants vivant en paix et en sécurité, côte à côte avec Jérusalem comme capitale partagée. La prolifération des armes nucléaires, chimiques ou de destruction massive représente une menace grave pour l'avenir de l'humanité. Nous resterons totalement mobilisés en faveur des efforts de non-prolifération. Mesdames et messieurs, nous voulons un monde plus prospère, avec un développement mieux partagé, la liberté d'entreprendre, d'innover, de créer, d'échanger, le développement des sciences et de la connaissance, le rejet de l'obscurantisme sont toujours les bases du développement et de l'amélioration des conditions de vie. L'économie numérique, la révolution de l'intelligence artificielle apportent bien sûr leur lot de craintes et d'incertitudes, mais surtout offrent de nouvelles opportunités pour un monde meilleur, à condition de mettre ces progrès au service de tous. Nous devons aussi veiller à encourager toujours et partout les efforts de gouvernance, de transparence, de lutte contre la corruption. Depuis des siècles, le commerce favorise la paix entre les peuples. Le commerce développe la compréhension mutuelle, le respect des cultures et les traditions, le partage et les échanges d'expériences. Le commerce et la prospérité et la paix. La liberté de commerce doit s'appuyer sur une concurrence saine, loyale, un level playing field partagé avec des standards sociaux et environnementaux ambitieux et réciproques. Et à cet égard, le récent accord commercial conclu entre l'Union européenne et le Canada, conclu malgré de nombreuses résistances, y compris dans mon propre pays, offre ces garanties. Et je me réjouis des résultats impressionnants, rapidement engrangés, avec à la clé des jobs, des investissements, et donc une meilleure protection sociale, et donc davantage de liberté. Mesdames et messieurs, avant 2050, le continent africain devrait compter 2,5 milliards d'habitants. Un être humain sur 4 sera donc africain. Depuis longtemps, mon pays plaide pour un partenariat nouveau, plus global, plus dynamique et plus ambitieux avec le continent africain. Nous savons à quel point l'Afrique dispose d'un potentiel extraordinaire.
l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, le numérique offrent des gisements d'opportunités pour l'avenir. Et je veux lancer ici un appel vibrant pour une alliance sacrée, Afrique-Europe, une alliance solide et durable pour le développement de nos deux continents au service de nos peuples, une alliance pour des investissements, pour du commerce, pour des emplois, en Afrique et en Europe. À nos amis africains, je dis, tournons la page des antagonismes du passé, guérissons les blessures d'autrefois, forgeons un partenariat libéré de la nostalgie ou de la culpabilité et surtout, osons renoncer à la charité qui donne bonne conscience mais comporte sa dose d'humiliation. Dessinons une stratégie d'égal à égal fondée sur des valeurs communes d'état de droit, de démocratie, de respect de nos concitoyens. En 10 ans, nous pouvons, si nous le voulons, constituer un espace de prospérité inégalé, sans précédent. Je plaide pour un accord très ambitieux de libre-échange de continent à continent, un partenariat global et réciproque, gagnant pour tous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l'agenda 2030 trace le chemin pour un monde meilleur et plus juste, et tout y est. L'éradication de la pauvreté, l'accès à la santé, l'éducation, l'égalité entre les sexes, la lutte contre le réchauffement climatique. La seule option possible, c'est la mobilisation générale et l'appropriation de ce programme commun. Tous, à tous les niveaux, retroussons-nous les manches, décidons, agissons, parce que le compte à rebours est enclenché, l'urgence est là et les résultats sont indispensables. Mesdames et Messieurs, chers collègues, les changements climatiques ne s'embarrassent pas des frontières. Les ressources naturelles sont limitées et le nombre de personnes sur Terre ne cesse d'augmenter. L'entêtement de certains à nier la réalité des changements climatiques est du même ordre, en fait, que l'entêtement de ceux qui hier niaient que la Terre était ronde. La prospérité doit être durable. Elle ne peut plus être fondée sur une exploitation frénétique et égoïste de nos ressources naturelles si précieuses. Océans, biodiversité, qualité de l'air, santé sont des biens précieux qu'il faut chérir et respecter. Les catastrophes naturelles se succèdent, toujours plus spectaculaires, toujours plus meurtrières. Il y a quelques semaines à peine en Inde, dans le Kerala, des inondations d'une ampleur inédite ont brisé à jamais le destin de 450 personnes et provoqué le déplacement d'un million d'autres personnes déplacées et dorénavant sans abri. Les effets nocifs du changement climatique vont causer et vont aggraver les conflits. En Afrique de l'Ouest, par exemple, l'accès à l'eau amène des tensions de plus en plus vives entre éleveurs et agriculteurs, avec des risques d'escalade sur base ethnique et identitaire. Face à ce défi existentiel pour nos enfants, notre responsabilité est partagée. Seuls, nous ne pouvons rien. Ensemble, nous pouvons tout. Les accords de Paris sur le changement climatique doivent être mis en œuvre. Nous devons bien sûr renoncer à des habitudes. Nous devons adapter des comportements, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que c'est l'avenir de l'humanité qui, ici, est en cause. Mesdames et messieurs, de tout temps, à travers l'histoire, les êtres humains se sont déplacés. Ce pays qui nous accueille est d'ailleurs un formidable exemple. Des hommes et des femmes venant d'ailleurs, à la découverte d'un nouveau monde, ont bâti une nation libre et prospère. Cette année, nous avons enregistré le record du nombre de migrations. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre un phénomène inéluctable. Il s'agit, à mes yeux, de le gérer de manière ordonnée pour faire reculer les peurs, les tensions et les conflits. Il faut d'abord retirer la migration des griffes des passeurs et des trafiquants d'êtres humains, abjects esclavagistes des temps modernes. Nous devons aussi refuser le piège des confusions délibérément entretenues par les populistes de tous bords, d'extrême gauche et d'extrême droite. Mon pays entend continuer à assumer pleinement son devoir d'humanité,
Nous avons accordé ces 3 dernières années la protection internationale à près de 45 000 personnes, et c'est d'ailleurs bien plus que précédemment. Je suis favorable aussi à une politique de retour effectif pour ceux qui ne satisfont pas aux conditions prévues sur le plan international. Et enfin, il faut le dire, le moment doit être venu d'envisager des formes légales et ordonnées de mobilité internationale, par exemple pour permettre à des étudiants de se former et d'ensuite rentrer chez eux, ou pour d'autres raisons économiques. Mon pays signera à Marrakech en décembre ce pacte global pour la migration parce que ce texte est une avancée dans la bonne direction, qui clarifie les différents concepts et qui peut être un levier pour demain, une gestion plus organisée et maîtrisée de la mobilité internationale. Enfin, disons-le, les extrémistes de tous bords et les trafiquants d'êtres humains, en fait, sont dans le même sac. Ils instrumentalisent et alimentent les questions migratoires, pour les uns à des fins électoralistes et politiciennes, pour des autres à des fins bassement financières. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je conclus. La paix est notre bien le plus précieux. La paix, l'histoire l'a toujours montré, exige du courage et de la vigilance à chaque instant. Absolument aucun continent ni aucun pays n'est immunisé contre le poison de la peur de l'autre, de la haine ou de l'égoïsme. Nous venons toutes et tous d'horizons différents, avec nos histoires, avec nos cultures, avec nos traditions, mais aussi avec nos émotions ancrées dans les racines de notre passé. L'exigence de mémoire doit servir notre lucidité. L'exigence de mémoire doit mobiliser notre énergie pour être à la hauteur des défis de ce siècle. Ces défis ne connaissent pas de frontières. Développement, lutte contre le terrorisme, changement climatique. Aucun pays seul, quelle que soit sa puissance économique ou politique, ne sera en mesure de les surmonter. Au-delà de nos différences nombreuses, nous partageons à jamais un point commun, c'est l'humanité. Chaque être humain, par le simple fait de sa naissance, doit être libre, sa dignité doit être reconnue et respectée. C'est la valeur cardinale, c'est la condition élémentaire pour faire progresser inlassablement le monde vers plus d'espoir et d'optimisme. Notre méthode, c'est la foi dans un multilatéralisme engagé, créatif, tonique. Nous rejetons toutes les formes d'immobilisme et de résignation, parce que nous croyons que le meilleur est en nous, le droit et l'ordre plutôt que la violence, la tolérance plutôt que l'égoïsme, la connaissance plutôt que l'obscurantisme, le respect de l'autre plutôt que la haine ou la peur. Voilà le credo de mon pays. La Belgique est un partenaire loyal, solide et convaincu. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour un monde plus sûr, plus durable et surtout plus juste. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Kingdom Belgium for his statement just made, and I request protocol to escort His Excellency